Tête des proue dans la lutte contre le VIH-Sida dans les années 80, le Congo-Kinshasa accuse aujourd'hui un retard. Les patients peinent à s'offrir des antirétroviraux pour se faire soigner. Au Sénat, Maker Mwangou a enregistré plusieurs questions à propos de la viabilité des universités et l'efficacité du système d'enseignement appliqué au pays. Antena, le journal Alain Kyuka. Bon début de semaine à toutes et à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé et merci d'être avec nous ce soir. Le monde entier a célébré ce 1er décembre la journée de lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est « Combler l'écart est égal à permettre aux personnes vivant avec le VIH d'accéder aux services adéquats ». À Kinshasa, une journée scientifique a été organisée ce lundi au PNMLS dans la commune de Kasavubu, dont l'assistance Patricia Bassoa et Safi Maléo. L'objectif de cette journée scientifique était de faire du slogan « Zéro infection » une réalité. Ainsi, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange, a donné le go pour les activités qui se dérouleront tout au long du mois de décembre dans le cadre de la lutte contre le sida. Je nous invite tous à nous mobiliser davantage et à lutter davantage contre le VIH-Sida afin que zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH ne soit pas seulement un slogan d'ici 2020, mais que ce soit une réalité dans ce pays. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Premier vice-président du CNMLS, je déclare donc lancer les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2014 en République démocratique du Congo, Chéti. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, 19 millions de personnes sur 35 vivent avec le sida de nos jours et ne savent pas qu'elles sont infectées. Et près de 90% de personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH en Afrique subsaharienne sont sous traitement. Ainsi, la fin de l'épidémie du sida d'ici 2030 demandera une mise à niveau intelligente pour combler l'écart. Il s'agit ici de s'assurer que ces personnes-là aient effectivement accès aux services de prévention et de sida. Donc c'est une problématique de droit à la santé. Ce rapport souligne que pour combler l'écart entre les personnes atteintes par le service de lutte contre le VIH et les personnes qui ne le sont pas, il faudra de la recherche et de l'innovation associée à de lois protectrices qui favoriseront la liberté et l'égalité pour tous. Et puis au quartier général de la MONUSCO, les agents ont été aussi sensibilisés à l'occasion de cette journée. Sylvie Fortuné Mboula et Josane Belebele nous en parlent. La journée mondiale de lutte contre le sida nous rappelle l'importance de la lutte contre cette pandémie et le rôle que nous devons tous jouer. Nous devons mettre tout en œuvre pour protéger les malades du sida et éviter de nouvelles infections, a déclaré Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ce lundi 1er décembre, la MONUSCO a réuni à son quartier général de la Gombe les agents et cadres pour échanger sur les méfaits de la pandémie du siècle. Le chargé de la section VIH-Sida de la MONUSCO, le Dr Lombela, a lui aussi sensibilisé sur les méthodes préventives le plus en vue, l'abstinence, la fidélité et le port de préservatifs, ainsi que les dépistages volontaires. Et c'est là pour atteindre l'objectif zéro, infection zéro, décès et zéro discrimination. Il faut dire qu'en 1988, l'Assemblée générale avait exprimé sa vive préoccupation devant la pandémie du sida. Notons que l'Organisation mondiale pour la santé avait choisi la date du 1er décembre comme journée mondiale de lutte contre le sida. L'Assemblée générale des Nations Unies a souligné l'importance de cette manifestation dans sa résolution 43-15. Depuis des décennies, 3 mots-clés ont toujours été utilisés dans le cadre de la lutte contre le VIH. Il s'agit de l'abstinence, la fidélité et le préservatif. Hormis ces méthodes de prévention, bon nombre de gens estiment aujourd'hui qu'il faut associer également le dépistage, car plus tôt l'on connaît son état sérologique, mieux ça vaut. Don Momat et Patricia Bassoa nous disent pourquoi. Le VIH-Sida a au cours des décennies aligné un chiffre hallucinant de victimes. Pour une certaine opinion, hommes et femmes devraient de plus en plus être conviés à se faire dépister pour connaître son état sérologique. L'action des dépistages pouvant ainsi permettre à chacun d'adopter une attitude responsable qui peut être l'abstinence, la bonne fidélité ou le port des préservatifs avant tout acte sexuel. Vivant en Kinshasa, peuplé de 10 millions d'âmes, Jean Lukela, président du RENOAC, revient sur l'expérience de sa structure dans les domaines du dépistage. Ciblons dans le quartier.
Vous voyez, quand ils vont faire des sensibilisations, c'est là nous ciblons et souvent nous pouvons dépister 800 voire même 1000 quelque chose, tout ça. Et dans ces 1000 quelque chose là, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont positifs. Les hommes sont très réticents, mais les femmes tellement elles ont beaucoup de problèmes, surtout des maladies liées quelquefois à la reproduction. Vous voyez, hein? Et souvent, ils se font dépister. Bon, la tranche d'âge qui s'est fait, surtout c'est à partir, nous pouvons prendre, c'est à partir de 25 jusqu'à 45 ou 60. Vous voyez, mais les jeunes, comme vous, c'est difficile. Le dépistage s'est fait sur base du principe de 3C. Entendez par là conseil, consentement et confidentialité. Une prise en charge à temps permet de prolonger la vie qui, du reste, est précieuse. Malade ou pas, bravez donc la paire, faites-vous dépister. Et puis autre chose, le ministre intérimaire de l'enseignement supérieur et universitaire et ministre de l'EPSP Maker Mwangou a auditionné lundi 1er décembre les différentes préoccupations des sénateurs partant de la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Kisimba Kimba sur la viabilité des établissements universitaires et instituts supérieurs au Congo-Kinshasa. Si autrefois, il faut le dire, le système d'enseignement appliqué avait une longueur d'avance par rapport aux pays frères d'Afrique, jusqu'à rivaliser avec d'autres universités européennes, il faut dire que plus de 50 ans après, l'ovanium d'antan n'est plus qu'un souvenir lointain. Maker Mwangou, qui a enregistré plusieurs questions, va revenir dans 48 heures pour répondre aux sénateurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouiti, a présenté officiellement les 11 étudiants qui vont bénéficier de la formation sur l'agriculture en Israël grâce au financement de LR Group. C'était hier dimanche 30 novembre à son cabinet à Gombe. Lucie Mahamba et Pepito Matondo étaient là pour le compte d'Antena. Dans les soucis de doter la République démocratique du Congo des grands entrepreneurs dans les domaines de l'agriculture, une structure dénommée LR Group va financer la formation de 11 étudiants du département de l'agriculture de l'Université de Kinshasa. Ces étudiants ont été présentés officiellement hier par le ministre de l'Agriculture et Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouiti. L'occasion pour ces derniers de saluer le travail effectué par LR Group. Pour LR Group, c'est un honneur de lancer ce premier groupe d'étudiants. LR Group souhaite appuyer non seulement le ministère de l'Agriculture et Développement rural, mais aussi d'autres ministères. Car, estime-t-il, c'est dans cette mesure qu'il peut contribuer au bien-être de la population congolaise et par ricochet au développement de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le Premier ministre Augustin Matata a présidé ce lundi 1er décembre la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique. Parmi les questions examinées, on note la fiscalité et la parafiscalité pétrolière, ainsi que la préparation des fêtes de fin d'année. Les propos ont été recueillis par Jean-Louis Miasekam. Une information importante, une orientation, une décision du chef du gouvernement. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut que le ministre de l'économie prenne toutes les dispositions pour s'assurer que les stocks sont disponibles dans les différents magasins, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation sur les prix au moment où on va démarrer les festivités de fin d'année. Dernier point que nous avons examiné, c'est l'instruction qui a été donnée également à l'ensemble des ministres, notamment au ministre de l'économie, de maintenir le dispositif en place en ce qui concerne la collecte de la parafiscalité pétrolière, avec instruction aussi qu'on puisse accélérer le reversement de la part due à l'État, avec notamment l'encadrement de l'inspection générale des finances. Au chapitre politique, la réunion du comité de pilotage de groupe thématique sur le suivi des engagements souscrits par la République démocratique du Congo dans l'accord cadre d'Addis Abeba s'est tenue ce lundi à l'hôtel Memling à Kinshasa. Les différents experts ont réfléchi sur les actions prioritaires pour la mise en œuvre de cet accord cadre par les États partis. Reportage Sylvie Fortuné, Moula et Précieux Mongonzoy. Membres du gouvernement, partenaires au développement et différents experts étaient réunis à Kinshasa lundi 1er décembre autour d'une table pour définir la méthodologie et une échéance à respecter en vue de déterminer des actions prioritaires pour la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans l'accord cadre d'Addis Abeba. La réunion d'aujourd'hui avait pour but d'obtenir l'appropriation par l'ensemble des groupes thématiques sectoriels
des différentes actions qui sont contenues dans un document qui a été préparé par le mécanisme national de suivi en application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours et qui s'inscrivent justement dans la mise en œuvre de ces engagements. Mais aujourd'hui, nous avons voulu que pour besoin de clarté, il soit demandé à chaque groupe thématique d'indiquer dans un tableau clair les différentes actions qui sont prévues par rapport à chaque engagement, le coût de l'action, la durée de mise en œuvre et l'autorité responsable. L'appropriation de la matrice des critères et indicateurs de suivi nécessite donc un budget conséquent. Nous avons pris langue avec Monsieur le Président, l'honorable Président du Sénat, qui, comme les autres acteurs, a effectivement indiqué sa détermination à pouvoir créer les conditions à partir duquel nous partirions. Nous allons saisir l'opportunité que le budget est encore en discussion au Sénat pour passer au peigne fin les crédits qui sont prévus tels que c'est venu de l'Assemblée nationale pour véritablement nous assurer que rien en termes de priorité sur 2015 n'aura été oublié quant à la mise à disposition des crédits nécessaires. Les acteurs impliqués dans ces processus ont près de 3 semaines pour travailler sur ces documents aussi importants pour le pays en vue de la paix, gage de tout développement. Le Centre national de coordination à la formation et au développement organise du 1er au 5 décembre prochain une session de formation à l'intention des agents et cadres de l'administration publique. Cette formation porte sur le suivi et évaluation des projets de développement et se déroule au Centre Bethany à Gombe. Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangilay. La présente session de formation fait partie d'une série que le Centre national de coordination à la formation au développement organise depuis le 24 novembre sur la gestion axée sur les résultats. Les agents et cadres de l'administration publique vont être formés à la collecte de l'information et à l'analyse du système cohérent de suivi et évaluation. L'objectif, c'est de définir un cadre efficace des mesures de rendement pour produire un plan de suivi et évaluation des résultats des travaux élaborés au profit de leurs entités respectives. Vous savez, quand vous avez élaboré un projet, vous le mettez en œuvre. Il faut ensuite, il ne faut pas laisser les choses comme ça, il faut suivre ce qui se fait. S'il s'agit des résultats, il faut voir si les résultats atteints sont ceux souhaités et de manière à déceler les écarts s'il y en a et tirer les leçons très rapidement et réajuster l'action. Selon notre planification, après avoir initié les participants que nous avons maintenant, il faut maintenant le laisser évoluer dans leur structure. C'est dans cette phase d'immersion professionnelle qu'ils vont s'évaluer eux-mêmes et si le projet nous le permet, parce que nous l'avons sollicité, nous allons le suivre un trimestre après pour le coacher sur terrain. Il faut dire que le Sénacof conçoit des séminaires de formation orientés vers l'acquisition des compétences et la maîtrise par les participants des outils qui leur permettent d'agencer de manière cohérente les résultats à obtenir. Et puis, la société pétrolière Perenco REP s'engage dans la lutte pour la préservation de l'environnement. À cet effet, un protocole d'accord relatif à l'appui à la conservation du parc marin de mangrove a été signé avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. C'était vendredi 28 novembre dernier à Mwanda. Reportage. Cet accord entre Perenco REP et l'ICCN s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé et vise à contribuer à la protection de la nature et à l'éclosion d'un écotourisme intelligent, tout en favorisant la préservation de ce patrimoine unique qui est le parc marin de mangrove. Nous sommes un acteur économique important du territoire. Nous opérons donc des champs pétroliers, que ce soit à terre ou en mer, ici sur le territoire de Mwanda, et nous sommes en quelque sorte voisins avec le parc marin des mangroves. Dans le cadre de nos activités sociales bénévoles, nous avons également un volet environnement. La société est très sensible au respect et à la protection de l'environnement et nous avons trouvé judicieux de pouvoir établir un partenariat solide avec un partenaire qui est présent, actif, qui est également fait partie de l'État, qui est notre partenaire dans le cadre de nos exploitations pétrolières, pour pouvoir développer et réaliser nos intentions de protection de l'environnement. Le directeur de l'audit scientifique et technique de l'ICCN a salué le renouvellement de cet engagement de Perenco qui les accompagne dans leurs tâches. La société Perenco
pour ce renouvellement d'engagement, de son accompagnement des efforts entrepris par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, selon le schéma qui lui est donné par le gouvernement de la République, schéma qui consiste à pouvoir réhabiliter toutes les aires protégées de la République et les valoriser au bénéfice du développement durable de la République démocratique du Congo. S'en est suivi la signature du protocole d'accord et la coupure du ruban symbolique, inaugurant ainsi le bâtiment d'accueil construit par Perencorep à l'entrée de la plage Tonde. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités locales, entre autres l'administrateur du territoire de Muanda et quelques notables. En dehors de nos frontières, le point culminant du 15e sommet de la francophonie qui s'est achevé hier dimanche à Dakar, au Sénégal, a été sans doute la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède ainsi à Abdou Diouf aux commandes depuis 12 ans. Patrick Borel-Mukendi nous brosse son portrait. Michaëlle Jean du Canada, Pierre Bouyoya du Burundi, Henri Lopez du Congo, Jean-Claude Lestra de l'île Maurice et Augustin Nzengfou de la Guinée équatoriale sont les principaux candidats qui étaient en lice pour les postes de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais les chefs d'État et de gouvernement ont jeté leur dévolu sur la Canadienne d'adoption et haïtienne de naissance avec des aïeux africains. Michaëlle Jean, elle est donc de presque tous les continents. Nul doute que la diversité et les métissages culturels aient joué en sa faveur à Dakar. En choisissant Michaëlle Jean à sa tête, la francophonie fait un choix inédit à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est une femme. Ensuite, parce qu'elle s'est définie du Nord et du Sud et se revendique arrière-petite-fille d'esclaves. Pour la première fois, l'OIF ne va pas être dirigé par un Africain, comme ce fut le cas avec l'Égyptien Boutros Ghali et le Sénégalais Abdou Diouf. Ancienne journaliste, Michaëlle Jean est âgée de 57 ans. Beaucoup apprécient son empathie, sa facilité à nouer des liens avec les communautés. Comme lorsqu'elle partageait du phoque cru avec des Inuits chaque fois qu'elle voyageait dans le nord du Québec. L'épouse des Jean, Danielle Lafont, a déclaré après sa victoire qu'elle veut que la francophonie soit sur le terrain, qu'elle soit préventive en engageant des actions pour éviter les conflits. Michaëlle Jean doit bien cerner les thèmes du 14e sommet, à savoir femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. Jean-Michaël prendra le bâton de commande le 1er janvier 2015 pour mener avec dextérité les 16e sommets de la francophonie prévus à Antananarivo au Madagascar en 2016. Et puis, selon l'agence PANA, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a renoncé publiquement à briguer un 3e mandat en 2017, exhortant ainsi les cadres du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais FPR, à réfléchir sur la manière de consolider les acquis qui doivent être axés sur la continuité et la stabilité du pays, a rapporté samedi la presse locale. Récemment, une partie de la population souhaitait un amendement constitutionnel pour permettre au président Kagame de briguer un 3e mandat à la tête de son pays. Réélu en 2010, il arrivera au terme de son second mandat en 2017, selon les dispositions de la Constitution. S'exprimant lors de la réunion du Conseil exécutif national du FPR, le président Paul Kagame a donc invité ses compatriotes à s'unir et à travailler ensemble pour un meilleur avenir du pays. 1er décembre 1964, 1er décembre 2014, cela fait exactement 50 ans, jour pour jour, depuis que la sœur, la religieuse Anoarite Nenga Peta, a été tuée dans le territoire de Rungu, cité d'Isiro, dans le Haut-Ouélé, en province orientale. Une délégation d'élus députés nationaux et sénateurs originaires de ce coin de la RDC a fait le déplacement, le pèlerinage vers la Maison Bleue où la sœur Anoarite Nenga Peta a péri à la suite de coups, de crosses, d'armes de son bourreau. Cette icône de la RDC a été aussi bien immortalisée avec le groupe dit KA, entendez, Kizito et Anoarite, qui encadre les jeunes enfants à l'âge scolaire au sein de l'Église catholique romaine.
En sport, la clôture de la 11e édition des championnats nationaux de taekwondo est intervenue dimanche au centre Mama Mobutu sur la 13e rue à Limete. Cette messe de taekwondo a réuni 8 équipes issues des 6 provinces de la garde républicaine et de la Ligue estudiantine de l'ISTA. Les athlètes ont rivalisé d'ardeur, comme nous le rapportent Ndaï Lambouechi et Mathieu Ngalipovi. Sur une note positive que s'est clôturée la 11e édition du championnat national de taekwondo. En effet, 3 jours ont suffi à la Fédération congolaise de taekwondo d'organiser cette compétition des cogneurs, des pieds et coups de main avec brio. Après bagarre, un chapitre des médailles dans l'ensemble de ces rendez-vous nationaux, la ville de Kinshasa s'étaille la part belle avec 8 en or, suivi des protégés du directeur de l'ISTA, Pierre Kassengedia, avec plus de 3 en or. Nous venons de totaliser 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Il y a quand même une certaine évolution. Je me réjouis de constater qu'il y a même une équipe qui est venue de l'Équateur. Équateur, Bas-Congo, Bandundu, Kassai, c'est vraiment encourageant. Moi, mon souci, c'est que ces sports puissent être un peu vulgarisés au niveau du milieu universitaire. Donc, ISTA est ici, en fait, pour représenter les systèmes d'enseignement supérieur universitaire. Le président de la FECOT, Alain Badachi Lekayachi, tire le bilan de ce banquet national de la discipline des parcs Nassoum en RD Congo. 11e des championnats nationaux, la même chose. Je crois que je suis l'homme le plus heureux. Par équipe, les résultats ont été suspendus par le comité organisateur de cette 11e édition de la Coupe du Congo de taekwondo. Voilà, ce reportage a été rendu par Papi Katassi. À présent, place à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi ont été sélectionnés et commentés pour vous par Patricia Moulengo Mbolekouni. Bonsoir. L'actualité en ces débuts de semaine où l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est diverse. Commençons par le phare qui fait savoir que le 15 Congolais accusé de complot anti-Kabila a quitté le vendredi dernier à Pretoria faute de preuves suffisantes. Début 2013, ces hommes ont été approchés par un policier sud-africain infiltré. Celui-ci leur aurait promis des armes et une formation de gardien de sécurité. Mais ils sont en fait rapidement inculpés pour activités mercenaires et complot en vue d'assassinat. La défense qui dénonce un piège de la police sud-africaine a ainsi remporté une première victoire. Les 5 autres Congolais restés sont toujours poursuivis dans cette affaire. Parmi eux, Étienne Kabila, présenté comme le chef du groupe au début du procès, conclut le journal. Autre sujet d'actualité, c'est l'affaire Patrice Kitebi Jean-Lucien Boussa. À propos de notre prospérité, Kitebi vide la motion Boussa. Le 14 novembre dernier, le député national Jean-Lucien Boussa a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une motion d'interpellation du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. Selon le journal, 13 services et organismes bénéficiaires de la redevance et frais en rémunération pour des services rendus à l'exportation de produits miniers marchands traversaient une période de galère sur le plan financier depuis novembre 2012. Ces services et organismes justifiaient la situation par le rabattement de la redevance et frais en rémunération. 15e sommet de la francophonie, Michel Jean succède à Abdou Diouf. La Canadienne a été désignée par consensus dimanche 30 novembre par le chef d'État réuni au sommet de Dakar. Elle succède au Sénégalais qui a occupé ce poste pendant 12 ans. Madame Jean prendra ses fonctions en janvier 2015. Il s'agit de la première nomination d'une personnalité non africaine à ce poste, modifiant une règle non écrite selon laquelle le secrétaire général vient d'un pays du Sud, écrit Forum des As. Dans le même registre, renseigne l'avenir, Mushikiwa Borome Hollande à sa place. Le président français a martelé samedi 29 novembre son avertissement aux dirigeants qui voudraient s'accrocher au pouvoir à tout prix. Ce discours n'a pas été apprécié par le chef d'État et gouvernement majoritairement africain. D'ailleurs, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a trouvé
Gênant qu'un président qui, avec ses pairs, ne vienne pas discuter avec eux, mais qui dicte ce qui devrait se passer dans leur pays. Enfin, terminons avec la référence plus qui parle de 15 ans de présence de la MONUSCO pour la pacification de la République démocratique du Congo. 15 ans après, la RDC a retrouvé non seulement son unité, mais aussi la paix en dépit de l'activisme de certains groupes armés dans le Kivu et le nord du Katanga principalement. C'est tout pour ce soir. Bonne semaine à tous. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre attention et de votre fidélité à Antenne A. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce mardi dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellence sur le programme sur Antenne A. Bonsoir. Après la pluie vient le beau temps. Et oui, l'air a sonné pour Yozma Time Turns qui, après des épisodes judiciaires relatifs aux fréquences, a aujourd'hui atteint son objectif. Ce grâce à la personne de Constant Mopante, cadre qui a su convaincre le partenaire en misant sur les potentialités et opportunités offertes par le Congo-Kinshasa. Nos investisseurs font confiance à la République démocratique du Congo grâce à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et à la volonté de son gouvernement, conduit par le Premier ministre Augustin Matata, d'assainir le climat des affaires en RDC. C'est la raison pour laquelle YTT est en train de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'avoir en RDC son réseau tel que prévu par les autorités du pays. Après le déploiement de son réseau à travers la capitale congolaise, ce 6e opérateur GSM en République démocratique du Congo s'est investi à acquérir un lot de matériel haut de gamme pour le renforcement de capacité de ses services, installés avec le concours d'une forte délégation d'experts en technique et en marketing des renoms et des investisseurs en provenance d'Europe. Notre suite centrale est déjà prête et dans nos sites, les travaux sont en train d'être finalisés. Tout le staff technique est sur place. Les essais techniques vont débuter. Pendant que cette entreprise était en pleine procédure de lancement de ses travaux l'année dernière, le ministre de PT Antique, Trifon Kinkey, a effectué une visite dans ses installations. Question de s'enquérir de son sérieux. Il en a été très ébloui. Il se trouve que notre compatriote que voici, qui est l'un des investisseurs de ce projet, qui va être le 6e opérateur de la téléphonie cellulaire, a investi 95 millions de dollars. Donc je dis bien 95 millions de dollars, 95 millions de dollars. Je suis venu voir effectivement de mes propres yeux à quoi cette firme correspond, quel type de problème cette firme rencontre. Voilà enfin, comme promis, des essais techniques du lancement du tout premier appel téléphonique du réseau Yozma à Kinshasa ont eu lieu au courant de ce mois de novembre. Est-ce que la qualité est meilleure? Très bien. C'est à toi, très bien. Merci, c'est parfait. Merci. Ok. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, madame, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je vous écoute très bien. Moi aussi. Merci.
Quels sont les opérateurs des télécommunications mobiles dont-ils au premier appel sur ces réseaux? C'est simplement le couronnement des efforts accomplis dans l'abnégation totale afin d'installer et de tester de bout en bout le réseau de télécommunications dans un temps très court. Pour nous, c'est aussi un moyen de rassurer le gouvernement de la République démocratique du Congo quant à notre ferme volonté de respecter nos engagements vis-à-vis de l'État congolais. Et ce, depuis la signature du protocole d'accord avec ce dernier, tant sur le plan du respect du cahier des charges que sur le plan financier. Le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication a quant à lui relevé l'apport de cette firme chypriote dans le secteur des télécommunications en RDC. C'est un bébé qui a été né il y a de cela 5 ans. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de notre collège au poste, à la RPTC. Et donc nous sommes très contents de voir que notre bébé qui était né il y a de cela 5 ans, qu'on avait donné la licence. Et aujourd'hui, on a participé au lancement des appels techniques. Vu que l'opérateur est encore très jeune, il est en train de s'installer. Et nous avions témoigné nous-mêmes que la qualité était très meilleure. Une belle initiative qui entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité, afin de favoriser la création d'emplois, facteur important de création de richesses. J'ai même un peu de joie à constater la réalisation concrète de ce projet, autrefois dans le papier. Donc nous pouvons dire qu'il reste un problème d'agenda, de calendrier, le temps que l'aspect technique soit mis au point et que Kinshasa, le Bas-Congo et les autres provinces soient desservies. La jeunesse congolaise a besoin de perspectives. Et l'une de ces perspectives, c'est l'emploi et le mieux-être. À travers une entreprise de communication comme Yosma, il faut avouer donc qu'il y a des jeunes, des citoyens qui vont trouver des emplois et ça va nous aider à résorber ces problèmes de chômage récurrents. Présent à la cérémonie de lancement du premier appel de Yosma, le directeur général de Canal+ RDC a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du nouveau réseau. Je suis satisfait parce que je connais un peu le projet quand il a commencé, etc. Donc aujourd'hui, c'est un motif de joie parce que la concurrence permet l'émulation du marché, ça permet à ce que les services soient améliorés et on espère que les abonnés, les futurs abonnés vont être contents. J'ai fait moi-même le test, j'ai été voir moi-même parce que je voulais m'assurer que ça passe. J'ai vu le directeur technique, j'ai pris le téléphone moi-même, j'ai fait le test, donc ça marche. Donc c'est réel et puis voilà. Maintenant on ne peut que espérer que le lancement commercial se fasse rapidement. Yosma Time Turns est prêt à mettre ses services de qualité à la disposition de ses clients. Dixit, son directeur général, Beston Chinsele. Le premier service, c'est la voix. Déjà, donc la voix, ça c'est le premier service que nous offrons. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Le deuxième service, ce sont les data, les données, Internet par exemple. Il faut que vous puissiez, si vous êtes utilisateur d'Internet, que ça puisse marcher très bien et que la facturation soit correcte. Et ça, ce sont des principes sur lesquels nous attachons, pour lesquels nous attachons et pour lesquels nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin de satisfaire cette clientèle qui attend cela. Yosma Time Turns va lancer bientôt. Je les invite à venir tester notre réseau. La qualité, ce sera abordable, ça c'est une chose, et de très bonne qualité. Voilà ce qu'ils vont attendre de Yosma Time Turns. D'ailleurs, je les invite bientôt, je vais les inviter bientôt à commencer déjà à réserver leur numéro. Pour rappel, Yosma Time Turns est implantée en grande partie en Europe et en Asie. En Afrique, elle est déjà basée en Sierra Leone, en Tanzanie, au Burundi et en Ouganda. Dans un premier temps, seule la ville de Kinshasa profitera de ces services qui devront progressivement s'étendre à l'intérieur du pays.
ekulusu ya Yesu na ngai.